quand même vachement plus à l'aise debout. Hein. J'avais déjà tourné cette vidéo, mais comme j'avais l'impression d'avoir fait que de la merde, bah, j'ai décidé de la retourner pour vous. Parce que j'aime pas faire de la merde. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire. Ça va faire au moins 2 ans que j'ai pas tourné de vidéo et j'en suis vraiment désolée pour ça. Mais disons que j'avais quelques petits trucs dans ma vie qui m'empêchaient d'écrire un scénario, tourner la vidéo et faire le montage parce que ça prend vraiment beaucoup de temps ce genre de choses et j'avais vraiment pas le temps de faire ça. Et il y a une chose en particulier qui m'empêchait de faire des vidéos YouTube. Je veux parler de ceci. Alors oui, je sais, vous allez vous dire, mais comment est-ce que de simples feuilles peuvent l'empêcher de faire une vidéo YouTube? C'est pas vraiment les feuilles qui sont importantes, c'est plutôt ce qu'il y a écrit dessus. Parce qu'en fait, ce qu'il y a écrit dessus, c'est l'histoire que j'ai inventée. Traduction, je suis en train d'écrire un roman. Un putain de roman! Ça va faire au moins 3 ans que je suis sur ce roman. Je pose les feuilles parce que j'ai la flemme de les porter. Ça fait 3 ans que j'écris ce roman. Oui, je sais, ça fait longtemps, mais c'est mon premier roman et je veux vraiment qu'il soit parfait. Si je veux qu'il soit édité, il faut qu'il soit impeccable. Surtout que moi, je suis une personne qui veut que tout soit parfait. Alors, voilà pourquoi est-ce que je suis aussi lente. Bref, quoi qu'il en soit, si j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je me suis dit, Léa, pourquoi ne pas partager le premier chapitre déjà de ton roman avec des gens pour avoir leur avis. Je l'ai déjà fait lire à certaines personnes et je me suis dit pourquoi est-ce que je ferais pas une vidéo où je vous lirai ce que j'ai écrit. Comme ça vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Parce que c'est vraiment important pour quelqu'un qui est en train d'écrire un roman d'avoir déjà des lecteurs qui peuvent lui dire ce qu'ils en pensent. Parce que quand on écrit nous-mêmes un roman, forcément tout ce qu'on écrit, on trouve ça génial. Enfin, on trouve pas forcément tout génial. Des fois on se dit c'est vraiment nul ce que j'ai fait. Mais en général, on n'a pas le recul nécessaire pour dire il faut changer ça, il faut changer ça, il faut changer ça. C'est pour ça que c'est important d'avoir des lecteurs. Et c'est pour ça que je vais vous lire le chapitre, le premier chapitre de mon roman, pour avoir vos avis. Alors évidemment, si ça vous intéresse absolument pas, vous êtes libre de quitter cette vidéo. Je ne vous en voudrais pas. Peut-être un petit peu, mais de toute façon je le saurais même pas. Alors, et si jamais ça vous intéresse, restez dans la vidéo et on va commencer la lecture. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, on va commencer la lecture. Je vois même pas pourquoi j'ai fait une pause. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas refait de vidéo YouTube. Je crois que j'ai un peu la pression. Bon, je vais arrêter de parler et on va y aller. Megan remarqua tout de suite, à l'attitude de la jeune fille, que celle-ci n'avait aucune envie d'être là, dans ce minuscule bureau aux murs orange, éclairé par une unique fenêtre. Lorsqu'elle était arrivée, elle avait jeté son sac à dos rose flashy à côté de la chaise en plastique noir prévue pour elle, et s'était laissé choir dessus, comme si elle venait de terminer une randonnée qui avait duré des heures. « Je te remercie d'être venue, » dit Megan en souriant, sachant pertinemment que la collégienne aurait préféré rester dans la cour discuter avec ses copines plutôt que de la rejoindre ici. « Ce n'est pas comme si j'avais eu le choix, » répondit cette dernière tout en rabattant, derrière ses oreilles, des cheveux blonds aux reflets roux, qu'il avait eu du mal à brosser ce matin, tant ils étaient longs. « Tes professeurs t'ont-ils expliqué pourquoi ils souhaitaient que tu me rencontres ? » ?»« Pas vraiment, ils ont juste dit qu'il le fallait. Mais je ne vois pas la raison, je ne suis pas folle. » On ne consulte pas un psychologue parce que l'on est fou, Séraphine. On s'y réfère lorsque l'on a besoin de parler de ses problèmes à quelqu'un. « Mais je n'ai aucun problème !» s'indigna la demoiselle. « Ce n'est pas ce qu'ont l'air de penser tes professeurs. Ils m'ont confié que tu ne participais jamais en classe et que tes résultats scolaires étaient plus que catastrophiques. D'après eux, cela durerait depuis le CE1, précisa Megan en consultant les notes de son calepin. Ils se demandent d'ailleurs comment tu as réussi à arriver jusqu'en 6e. Séraphine resta muette. Elle se contenta de fixer lassement la psychologue, qui continua de scruter ses mémoriels pendant encore quelques secondes. « Voilà pourquoi il voulait que l'on discute un peu toutes les deux, » enchaîna-t-elle en resserrant sa petite queue de cheval et en dégageant de son visage les quelques mèches brunes qui s'étaient rebellées.
Ils aimeraient que nous essayions de comprendre ensemble pourquoi tu n'arrives pas à travailler correctement à l'école. » Sa patiente afficha un sourire amusé. « Parce que le collège m'ennuie, répondit-elle, comme si cela était une évidence. Les cours m'ennuient, les profs m'ennuient, la cantine m'ennuie, la récré m'ennuie. Et vous aussi, vous m'ennuyez, conclut-elle. » Mégane ne fut pas surprise par ce manque de respect. Elle avait l'habitude que de jeunes adolescents, mal dans leur peau, s'en prennent à elle. Ils cherchent généralement à la déstabiliser, et dans ces cas-là, il vaut mieux ne pas prêter attention à leurs attaques et rester le plus neutre possible. « Mais je dois bien avouer que j'adore vos chaussures, » confessa Séraphine en se baissant afin de pouvoir mieux admirer la paire de Converse carrelées, de couleur pastel, cachée par la table en bois, faisant office de bureau à la thérapeute. « Il me manque ce modèle. Il faudra que vous me disiez où vous les avez achetés. »« Aucun adolescent n'aime l'école, » affirma Mégane. « Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne fournissent pas un minimum de travail. On m'a dit que tu ne faisais jamais tes devoirs. Est-ce vrai ? » ?»« J'ai bien mieux à faire, » répliqua Séraphine. « Ah oui ? Quoi donc ? » ?»« Cela ne vous regarde pas. C'est ma vie privée, » assura la jeune fille d'un air bloqué. Voyant dans les yeux de l'adolescente qu'il était préférable de ne pas continuer sur cette voie, Mégane décida de changer de sujet. « Et si nous parlions de tes parents ? Pourquoi voulez-vous que l'on parle d'eux ? Pour te connaître un petit peu mieux ? Je ne pourrais pas t'aider si je ne sais rien de toi. Quel métier exerce-t-il ? » La collégienne marqua une pause. « Mon père est égyptologue, » souffla-t-elle. « Il fait également un petit peu d'archéologie, même beaucoup d'archéologie. Vous vous entendez bien ? » « Qu'est-ce que cela peut vous foutre ? » ?»« Séraphine !» haussa Mégane. Ce changement de voix, si douce jusqu'à présent, avait été si brusque que cela fit sursauter sa patiente. « Si je te pose toutes ces questions, c'est qu'il y a une raison, » expliqua-t-elle fermement. « Je ne fais pas cela pour t'embêter, loin de là. Je comprends que cela ne soit pas très amusant. Mais dis-toi que plus vite tu coopéreras, plus vite tu pourras partir, d'accord ?» Séraphine se tut. Elle fixa la psychologue droit dans les yeux, comme pour la défier. Cette dernière ne put s'empêcher de les trouver beaux. Ils étaient verts, mais pas d'un vert comme les autres. On aurait dit des bijoux. 2 petites pierres d'émeraude qu'on aurait taillées à la forme d'un œil. Ils étaient profonds. On pouvait lire à l'intérieur, mais l'on devinait qu'ils avaient vu des choses qu'ils n'auraient pas dû voir, mais qu'ils ont captées malgré eux. Mégane reposa sa question. « Vous vous entendez bien ?» Séraphine resta figée et muette. « Non, » finit-elle par dire froidement. « Cela arrive quelquefois qu'un père et sa fille soient en désaccord, surtout à ton âge. On voudrait grandir et devenir une femme, mais papa n'a pas envie de perdre sa petite princesse. Alors, il s'oppose à nos choix et à nos envies. Si vous le dites. Et avec ta maman, comment cela se passe ? » ?»« Ça va. Que fait-elle comme métier ? » ?»« Elle est actuellement décédée. » Mégane manqua de s'étouffer. Elle quitta son calepin du regard, où elle avait commencé à noter qu'il y avait une mésentente entre sa patiente et son père, et se tourna vers la jeune fille. Le visage de celle-ci était toujours le même, impassible. Ce n'est pas ce que la psychologue aurait dû trouver. Elle aurait dû y voir de la tristesse, de la désolation d'avoir perdu celle qui l'avait mise au monde. Mais ce n'était rien de tout cela. « Je suis désolée, » balbutia Mégane, abasourdie. « Vous n'avez pas à l'être, » répondit simplement Séraphine. « Ce n'est pas de votre faute si elle est morte. » La demoiselle eut soudain un air suspicieux. « Ce n'est pas de votre faute, n'est-ce pas ? » questionna-t-elle. « Non !» bredouilla Mégane, surprise par cette demande. « Mais que lui est-il arrivé ? À quoi cela vous servirait de le savoir ? Ah, je sais. Vous auriez une anecdote croustillante à confiner dans votre joli petit calepin, lança Séraphine, en désignant le carnet d'un signe de tête. Vous aimez bien écrire dedans, je me trompe ? Je veux juste t'aider, répéta la thérapeute. Non, vous voulez répondre à la question que mes professeurs vous ont posée. Et il me semble que je l'ai fait. Donc, je n'ai plus rien à faire ici, conclut Séraphine avant de quitter sa chaise en plastique. Mais où vas-tu ? Demanda Mégane, en voyant la jeune fille se diriger vers la porte. En classe, expliqua cette dernière, avant que la sonnerie annonçant la fin de la pause déjeuner retentisse. La psychologue la regarda partir, bouche bée. Elle se laissa glisser au fond de sa chaise, essayant de comprendre ce qu'il venait de se passer. Cela était de loin la séance de thérapie la plus saugrenue qu'elle avait effectuée depuis la fin de ses études, il y a 10 ans. Elle avait pourtant, avant de rejoindre le collège privé de la ville de Talcy, travaillé dans celui de Perth Paul,
où la violence et le harcèlement scolaire rythmaient les journées. Des centaines d'enfants avaient croisé sa route, mais aucun d'entre eux n'avait été aussi culotté et énigmatique que Séraphine. Mégane vit cette dernière revenir avec stupéfaction. Avait-elle changé d'avis et souhaitait-elle prendre rendez-vous pour une prochaine fois? Non, la jeune fille avait juste oublié son cartable. Elle le saisit et ressortit aussitôt, sans un mot et sans un regard vers celle qui l'avait reçue. Elle lança son bagage sur l'épaule et se mêla à la foule d'élèves qui dévalaient les escaliers dans un énorme brouhaha. Sa classe n'était pas dans ce bâtiment. Séraphine dut se frayer un chemin à travers la horde afin d'atteindre la porte vitrée accédant à la cour. Elle se fit bousculer une ou deux fois, mais n'y prêta guère attention, plongée dans ses pensées. Pourquoi donc Madame Fohen, sa professeure de français, lui avait-elle demandé d'aller voir cette psychologue scolaire? Et pourquoi Séraphine avait-elle accepté? Elle aurait pu tranquillement déguster sa mousse au chocolat, au lieu de l'engloutir au lance-pierre, afin de ne pas arriver en retard au rendez-vous fixé à 13h moins le quart. Une chose est sûre, sa gentillesse la perdra. Elle atteignit sa classe juste avant que la deuxième sonnerie, qui prévenait les étudiants qui ne devaient plus traîner dans les couloirs, ne se fasse entendre. Séraphine rejoignit sa place aussi rapidement et discrètement que possible, pendant que M. Pitel rendait les contrôles. « Comment cela s'est passé avec la psychologue » demanda Konan Nakagawa, son voisin et ami de toujours. « Mal, lui répondit-elle en s'installant à ses côtés. « Il paraît pourtant qu'elle est très gentille, assura l'adolescent aux yeux bridés. Gentille, mais un peu trop indiscrète. Que veux-tu dire? Elle n'a pas arrêté de me poser des questions ultra personnelles, genre « Quel est le métier de ton père? Est-ce que tu t'entends bien avec lui ?» Mais enfin, Séra, c'est normal, c'est son job. Mais de quel côté es-tu? S'emporta, en chuchotant, la jeune fille. Du sien ou du mien? Ni l'un ni l'autre, répondit Conan, surpris. Et je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler Séra, j'ai horreur de ça. Leur professeur s'approchant, ils se turent pour éviter des représailles. Mademoiselle Eastwood, 0, s'exclama M. Pitel, en laissant tomber la feuille sur la table. Pourrait-on savoir, chère Séraphine, pourquoi est-ce que ta copie est vierge? J'avais la flemme d'écrire la réponse, expliqua celle-ci d'un air neutre. Les autres élèves ne purent s'empêcher de pouffer de rire. Leurs camarades avaient toujours eu une répartie extrêmement drôle. Grâce à elle, ils étaient certains de ne jamais s'ennuyer. « Tu es au courant que tu frôles le conseil de discipline, n'est-ce pas ?» dit M. Pitel d'un air grave. Il tentait d'être impressionnant, avec son costume noir et ses yeux bruns grands ouverts, si bien qu'on aurait cru qu'ils allaient sortir de leur orbite. Mais Séraphine n'avait pas peur de lui. « Je ne comprends pas, je suis toujours sage en classe, » répondit-elle innocemment. « Peut-être un peu trop, » ajouta son professeur. Il retourna à son tableau et y inscrivit une équation. « Viens me résoudre ça, » dit-il à Séraphine en tendant un feutre dans sa direction. « Si tu réussis, je te mettrai un 20. Cela fera remonter ta moyenne d'1/10 de point. » La jeune fille se leva et avança d'un pas traînant vers le rectangle blanc où était écrit, en bleu foncé, une phrase dans une langue qu'elle n'avait jamais comprise. 12 divisé par x égale 3. Elle avait beau relire, encore et encore, Séraphine ne voyait pas comment, en divisant un 12 et un x, on pouvait trouver 3. Qui donc avait eu l'idée de mélanger les lettres en mathématiques? Avec les chiffres, c'était déjà difficile, mais maintenant, c'est quasiment impossible. Les mathématiciens sont décidément tous fous. On l'a vu lorsqu'on a fait le cours, précisa M. Pitel qui s'impatientait. Peu importe. Séraphine était incapable de résoudre l'équation. Elle restait figée, le feutre ouvert se desséchant dans sa main, sentant sur elle le regard de ses camarades. Ces derniers étaient plutôt contents. Grâce à elle, ils perdaient des minutes de travail. L'instituteur décida de délivrer la jeune fille en lui ordonnant de retourner à sa place. « C'était facile pourtant, » souffla Conan à sa copine. Celle-ci lui murmura vulgairement de se taire. « Quelqu'un d'autre veut-il essayer ?» proposa M. Pitel, voulant en profiter pour faire des révisions. La seule à lever la main fut Madison Hope. Pour cette dernière, chaque opportunité était bonne pour impressionner ses professeurs. Séraphine la regarda avec mépris, démontrer que le résultat était x égale 4, par on ne sait quel moyen, et recevoir les éloges de leur enseignant. Puis elle vit la collégienne lui adresser un coup d'œil, ce fameux coup d'œil, celui qui veut dire « j'ai réussi là où tu as échoué ». Madison avait beau être la fille de l'ancienne meilleure amie de sa mère, Séraphine ne pouvait s'empêcher de la haïr. Sa façon de toujours vouloir surpasser les autres était détestable.
Ses cheveux blancs toujours bien peignés et sa bêche cachant son œil gauche, sans doute pour se donner un genre, l'étaient également. Madison était belle pourtant, avec ses yeux de la couleur du sang. Elle était albinos, comme sa mère. Séraphine aurait préféré qu'elle hérite du caractère de Joy plutôt que de son physique. Avoir été obligée de jouer avec la petite peste pendant qu'elle prenait le café avec sa copine Lola avait été une véritable torture. Heureusement, ou malheureusement, tout cela est aujourd'hui terminé. Séraphine, peux-tu venir me voir, s'il te plaît? L'adolescente soupira. Elle se doutait bien que M. Pitel ne souhaitait pas boire un coca en tête-à-tête avec elle, mais plutôt la reprendre sur son comportement. Elle laissa ses camarades quitter la salle, avant de s'approcher du bureau. À sa grande surprise, ce ne furent pas des reproches qui sortirent de la bouche de son professeur. « Lorsque tu ne comprends pas une leçon, tu peux me demander de t'expliquer, dit-il calmement. Je suis là pour ça. Comment oserais-je, monsieur, rétorqua Séraphine. Vous passez votre temps à me rabaisser devant les autres. Pourquoi faites-vous ça? Pour que tu te bouges un peu le cul. Séraphine resta abasourdie. Elle n'avait jamais auparavant entendu son instituteur utiliser ce genre de mots. Tu es loin d'être une idiote, ajouta ce dernier. Tu es même très intelligente, et tu pourrais être la meilleure de la classe si tu travaillais sérieusement. La jeune fille resta insensible à ces encouragements. Elle n'avait définitivement pas envie de perdre son temps avec tous les exercices débiles qu'on leur donnait à faire chaque soir à la maison. Et ce n'était pas un simple professeur de mathématiques qui allait la faire changer d'avis avec ses belles paroles. « Je te propose que l'on fasse un pacte, tous les deux, dit M. Pitel. Je te promets de ne plus t'embarrasser devant les autres, si tu promets de faire des efforts. Marché conclu? Marché conclu, répondit Séraphine. Dans ce genre de situation, le seul moyen pour que l'on vous laisse tranquille est d'acquiescer à tout ce que l'on vous demande. Allez, file! La demoiselle ne se fit pas prier. En à peine un claquement de doigts, elle était dehors, marchant tranquillement vers la salle de devoirs, lieu où se déroulait chaque contrôle prévu. Une rédaction de français l'y attendait, mais Séraphine prit son temps pour s'y rendre, profitant des beaux rayons de soleil réchauffant sa peau pâle comme de la porcelaine. Elle serait bien restée là, à se prélasser comme un lézard, si Madame Fohen ne l'avait pas rappelée à l'ordre par la fenêtre de la salle d'examen. La collégienne fut donc contrainte de courir pour éviter une dispute. Madame Fohen peut être très douce, mais également très sévère. Il ne vaut mieux pas faire d'elle son ennemie. Séraphine s'assit à la seule table de libre. Le sujet avait déjà été distribué, et ses camarades commençaient à rédiger leur brouillon. Elle sortit sa trousse, ainsi qu'une feuille double, même en sachant qu'elle n'écrirait pas la moindre ligne, tandis que l'institutrice débutait son passage dans les rangs, afin d'assurer aucune triche. Le bruit de ses talons résonnait dans la haute salle. Malgré son âge avancé, Madame Fohen avait su rester jeune et charismatique. Elle portait une jupe crayon laissant apparaître ses fines et élégantes jambes, accompagnée d'un chemisier cerise. Elle avait lâché ses cheveux, aujourd'hui. Séraphine trouvait que cela lui allait bien. Elle la scruta pendant de longues minutes, en se disant que sa professeure avait de la chance d'être restée aussi belle. Mais elle dut vite détourner le regard et faire semblant de lire le sujet lorsque Madame Fohen passa près d'elle. La consigne n'était pas difficile, elle ne l'était jamais, mais Séraphine était si peu motivée qu'elle rendait toujours copie blanche. Racontez quel métier vous aimeriez exercer plus tard, et expliquez pourquoi. Votre récit devra faire au minimum 20 lignes. En fouillant dans sa mémoire, Séraphine se souvint que dans un premier temps, elle avait souhaité devenir égyptologue, comme son père, dans l'unique but de gagner beaucoup d'argent. On ne pouvait pas dire que sa famille était riche, mais ses parents avaient quand même pu construire une grande et charmante maison aux tuiles rouges, à la sortie de Talcy, en pleine campagne. La demeure comportait 4 chambres et 2 salles de bain, ainsi qu'un large salon salle à manger, une jolie cuisine et une petite pièce servant de lingerie. Lorsqu'elle était plus jeune, Séraphine avait l'impression de vivre dans un château. Ce n'était à présent plus le cas, même si elle reconnaissait avoir de la chance comparée à Conan, qui lui vit dans un appartement. La collégienne se souvint ensuite qu'elle avait désiré devenir chanteuse comme sa mère, mais elle avait vite abandonné en réalisant que le chant n'était pas un de ses talents. Idem pour la danse. Bien sûr, elle aimait parfois reprendre ses morceaux préférés, comme tout le monde, mais elle n'était pas assez douée pour être une artiste. En réalité, à 11 ans, Séraphine n'avait pas la moindre idée de ce à quoi elle voulait que sa vie future ressemble. Elle n'avait jamais vraiment songé qu'elle allait grandir et devenir une adulte. Il faut dire qu'hormis sa taille, le reste de son corps ne s'était pas du tout développé ces dernières années. Cela l'importait peu. Elle se sentait très bien comme cela,
Elle ne s'imaginait pas du tout avec une poitrine volumineuse, l'obligeant de porter des soutiens-gorge inconfortables. Plus tard ce genre de soucis arriveront, mieux ce sera. Le fait qu'elle ne sache pas quel métier la fait rêver la préoccupa beaucoup. Était-ce normal? Les autres élèves de sa classe semblaient avoir tous une idée, au vu du nombre de lignes de leur brouillon. Il serait peut-être temps qu'elle-même se décide. Alors elle se mit à réfléchir. De toute manière, elle n'avait que ça à faire. Elle passa en revue dans sa tête tous les métiers qu'elle connaissait. Pilote de ligne, pompier, banquier, infirmière, garagiste. Ils étaient intéressants, mais aucun ne l'attirait. Elle ne voulait pas travailler uniquement pour gagner sa vie. Elle voulait rendre le monde meilleur, aider les gens et les rendre heureux. Oui, elle se souvint à présent. Elle se souvint du soir où elle avait vu ce reportage sur les attentats de Perdball à la télévision. Elle se souvint des horribles images qu'ils avaient diffusées, des témoignages des survivants, du nombre incalculable de morts et de blessés. Elle se souvint qu'elle aurait aimé être là-bas, quelques heures ou même quelques minutes plus tôt, pour dire aux habitants de ne pas rester là, de rentrer chez eux, de se mettre à l'abri. Sans même s'en rendre compte, elle se mit à écrire cela sur sa feuille. Elle décrivit tout en détail, ce qu'elle avait vu et ses sentiments. Elle aurait tellement voulu pouvoir faire quelque chose, pour eux et pour les autres catastrophes survenues. Voilà ce qu'elle souhaitait faire de sa vie. Mais quel métier pourrait le lui permettre? Le moment préféré de la journée de Séraphine arriva enfin, la fin des cours. Les élèves étaient désormais libres de rentrer chez eux et de vaquer à leurs occupations, après avoir fait leurs devoirs évidemment, mais Séraphine ne se sentait pas concernée par ces bêtises. Elle fut, pour la première fois, la dernière à quitter la classe, terminant de rédiger au propre sa rédaction. Madame Fohen, appuyée contre son bureau, ramassa les copies que lui tendaient ses étudiants, en passant devant elle, et attendit patiemment que la collégienne ait fini. « Tu as été inspirée cette fois-ci !» s'exclama-t-elle en récupérant la feuille double noircie d'écriture. « Dis-moi, Séraphine, es-tu allée voir la psychologue comme je te l'avais demandé ?» La jeune fille acquiesça tout en enfilant son cartable. « J'avais peur que tu acceptes mais que tu n'y ailles finalement pas. Comment cela s'est-il passé ?»« Bien, mentit l'adolescente. Mais je préfère vous prévenir tout de suite. Je n'ai aucunement l'intention d'y retourner. »« Mais pourquoi, si cela s'est bien passé ?»« Parce que je n'ai pas besoin de voir un psychologue, répéta Séraphine. Je vais bien. Tu en as peut-être l'impression, mais pas moi. L'écolière leva les yeux au ciel et soupira. Pourquoi est-ce que ses enseignants avaient-ils tous décidé de lui faire la morale? Cela fait plus de 40 ans que je suis professeure, continua madame Fohen. Alors je sais reconnaître un enfant qui ne va pas bien. Écoutez, madame, je dois vraiment y aller. Je risque de rater mon bus. L'institutrice dut se résigner à libérer sa jeune élève. Elle la regarda s'enfuir à contre-cœur, soucieuse pour cette adorable petite. Madame Fohen reconnaît les élèves en difficulté, mais également les génies, et Séraphine pourrait être le plus grand de tous. Elle espère qu'un jour, quelqu'un arrivera à la raisonner. Les grandes grilles métalliques dont la peinture rouge commençait à s'effriter venaient d'être ouvertes. De jeunes adolescents de tout âge et de toute taille s'y engouffraient, pressés de quitter ce collège qu'ils détestent. En franchissant à son tour le portail, Séraphine aperçut, de l'autre côté de la route, Madison se jetant dans les bras de sa mère, venue la chercher. Elle les regarda s'enlacer longuement, un pincement au cœur, en pensant qu'elle ne vivrait plus jamais cette scène. Elle se demanda encore une fois pourquoi est-ce que la vie avait emporté loin d'elle la femme qui l'avait mise au monde et qui l'avait chérie de tout son être. Elle avait beau se questionner, elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait de mal pour ça. Lola Eastwood n'avait jamais rien fait non plus. Elle n'avait pas mérité de mourir. Elle avait été si gentille et si douce. Toutes les personnes l'ayant rencontrée de son vivant ne disaient que du bien d'elle. Alors pourquoi avait-elle dû endurer tant de souffrances? C'est toujours au meilleur qu'il arrive le pire. Joy remarqua la demoiselle. Elle lui sourit tout en la saluant de la main, et Séraphine en fit de même. « Veux-tu que l'on te ramène ?» proposa-t-elle. Séraphine déclina l'offre. Il était hors de question pour elle de se retrouver dans la même voiture que la peste Madison. Elle sauta dans son bus et s'assit à une rangée libre, vers le milieu du véhicule, qui démarra instantanément. Elle vissa ses écouteurs aux oreilles et laissa son esprit s'envoler. Les paysages défilaient à travers la vitre. Il la berçait au son de la musique pop-rock qui émanait de son téléphone. Une chanson qui vous laisse croire que tous vos rêves sont possibles, contrairement à ce que vous disent les adultes. Séraphine ne pensait plus à rien, juste à son projet secret qui l'attendait à la maison. Elle visualisa dans sa tête le plan qu'elle avait elle-même dessiné, vérifiant mentalement qu'elle n'avait rien oublié, et réfléchissant à ce qu'il lui restait à faire. Plongée dans ses rêveries, la jeune fille ne vit pas le temps passer. Elle faillit rater son arrêt,
perdu au milieu d'une route de campagne, tout près de la ville. Elle reconnut heureusement l'endroit et s'empressa de descendre. Puis, les écouteurs toujours en place, elle emprunta le chemin goudronné qui menait tout droit vers sa villa, réalisant à certains moments des pas de danse improvisés et maladroits. Elle croisa de nombreux portails avant d'atteindre celui qui renfermait un jardin parsemé de fleurs, de pommiers, d'autres arbres de tout type. C'était sûrement le plus grand de la rue. 6200 mètres carrés anciennement entretenus par sa mère qui aimait la nature. Séraphine entra le code sur le boîtier digital et les hautes portes marron s'ouvrirent, comme par magie. Elle se glissa dans l'entrebâillement et trottina jusqu'à son antre, où elle le savait, personne ne l'attendait. Toujours en se trémoussant, la collégienne jeta son sac au pied d'un long escalier en carrelage, puis tournoya sur elle-même, au rythme de la musique, afin d'emprunter un petit couloir agencé en L. 2 armoires étaient encastrées dans les murs. C'est à l'intérieur que les membres de la famille rangeaient leurs manteaux, ainsi que leurs chaussures. Tout au bout se trouvait une porte en bois blanc. Séraphine l'ouvrit et pénétra dans une pièce sombre et froide. Elle rabattit la porte avec précaution, sans bruit, comme si elle ne voulait pas qu'on sache qu'elle était là. Elle attendit quelques secondes dans l'obscurité, puis se décida à éclairer l'espace. Les vieilles ampoules, qui n'avaient pas dû être changées depuis la construction de la maison, clignotèrent, tels des néons de boîte de nuit, avant de projeter une lumière jaunâtre sur les murs de l'endroit, qui se révéla être un garage assez long. 2 ouvertures, fermées par des volets coulissants, permettaient de faire entrer des voitures, mais l'espace avait plutôt été privilégié pour y stocker des anciennetés que plus personne n'utilisait. Une table de travail avait été repliée au milieu du bazar. Sur celle-ci était déployée ce qu'on aurait dit être une immense paire d'ailes d'oiseaux. Leur pelage était majoritairement bordeaux. Quelques-unes des plumes étaient blanches, mais toutes, sans exception, avaient leur sommet doré et scintillant. Comme à chaque fois qu'elle revenait ici, Séraphine pensa qu'elles avaient fière allure, et elle avait du mal à réaliser que c'est elle qui les avait créées. Mais le travail était loin d'être terminé. Il lui restait encore des plumes à mettre en place. Elles attendaient en petits tas sur un vieux guéridon bancal placé près des ailes. Séraphine en saisit une et l'admira, avant de lui faire rejoindre ses sœurs. On aurait dit une vraie, qu'on aurait arraché un volatile, mais elle n'avait rien d'animal. Ses poils étaient en fibres souples, et son calamus en matériaux composites, tout comme l'armature des ailes. Pour ancrer les plumes au squelette, Séraphine devait les visser à l'ossature. Cela était une opération très délicate, car les vis, ainsi que les trous pour les accueillir, étaient minuscules. Elle était donc obligée de les implanter une par une et d'opérer avec le plus de délicatesse possible. Munie d'un fin tournevis ainsi que d'une loupe trépied, prêtée par son oncle roboticien, elle débuta l'opération. Soudain, la sonnerie de son portable à travers ses écouteurs la fit sursauter, et elle faillit se planter l'outil pointu dans la main. Furieuse, Séraphine consulta l'androïde afin de connaître l'identité de celui qui avait osé la déranger. Il s'agissait de son père, ou plutôt de la chose qui me sert de père, comme elle l'avait répertorié. Douglas Eastwood lui téléphonait d'Égypte, où il était, comme à son habitude, parti à la recherche de nouveaux trésors, encore enfouis dans le sable. Cela ne semblait aucunement le déranger de laisser sa fille seule, livrée à elle-même, ou de la confier à la garde de ses grands-parents lorsqu'elle était plus jeune. Séraphine avait du moins ce sentiment. Elle refusa l'appel, trop en colère contre cet homme qui l'avait abandonnée. Elle peut comprendre qu'on ait une passion, mais pas qu'on la préfère à sa famille. Même lorsque sa mère était encore là, il les oubliait et s'en allait à l'aventure au pays des pharaons. Séraphine le haïssait, et cela ne datait pas d'hier. Elle se trouvait de toute façon mieux sans lui. Pouvoir jouir d'une aussi grande maison, rien que pour soi, et avoir la possibilité de faire ce que l'on veut, lorsque l'on l'a décidé, est vraiment chouette, même si la solitude est parfois difficile à supporter. Douglas lui laissa un message vocal, que Séraphine écouta seulement avant d'aller se coucher, après s'être lavée dans sa salle de bain personnelle et avoir dégusté une pizza devant la télé. Son père s'excusait d'avance de ne pas pouvoir rentrer ce week-end. Un éboulement avait eu lieu dans le tombeau qu'il visitait, lui et son équipe, et il devait les aider à réparer les dégâts. Il lui confia également qu'il ne savait pas jusqu'à quand il devrait rester là-bas. Séraphine ne fut pas déçue. Elle n'espérait plus rien de lui, de toute façon. Sans lui répondre, elle régla l'alarme de son portable pour qu'il la réveille à 6h30 et le posa sur sa table de nuit. Elle se glissa sous ses couvertures et laissa Morphée l'emmener dans ses bras, vers un monde de rêve et de lumière. L'endroit était rempli de jouets.
Des bateaux de pirates, des ours en peluche, des poupées et plein d'autres sortes attendaient qu'on vienne s'amuser avec eux, posés sagement sur des étagères colorées. Séraphine avait eu du mal à se décider. Avec quoi commencer? Elle avait finalement jeté son dévolu sur un château de princesse rose et bleu pâle. Très fille, me direz-vous. Ce n'est en général pas le style de Séraphine, mais elle le trouvait beau. Le haut de la tour ferait une très jolie chambre, et la pièce du bas, une charmante cuisine. Qu'en penses-tu? Demanda-t-elle à sa compagne de jeu. La femme assise près d'elle acquiesça. Ses fines lèvres roses dessinèrent un large sourire chaleureux. Séraphine attrapa une boîte de Playmobil et disposa les petits personnages dans le palais. Elle confia le rôle de la princesse à la femme, s'imaginant que la figurine avait les mêmes grands yeux azur, ainsi que la même coiffure hors du commun et adorable à la fois. Une frange encadrant son visage, accompagnée de 2 mèches bouclées à l'anglaise, le reste de ses longs cheveux laissés au naturel. Séraphine décida d'être le roi, refusant que sa fille épouse un simple boulanger, en prétendant qu'il n'était pas assez noble. Le jeu commença. La princesse tentait en vain de convaincre son père que l'homme qu'elle aimait était digne d'elle, ce qui donnait lieu à des discussions parfois abracadabrantes, qui faisaient bien rire les 2 compagnes. La joie régnait dans la grande salle de jeu, comme si dans ce monde la tristesse et la peur n'existaient pas. Tout était parfait. Mais la femme arrêta soudain de plaisanter. Son sourire disparut en une fraction de seconde. Elle se tourna vers l'unique porte de l'endroit d'un air grave. Séraphine s'inquiéta. « Maman » appela-t-elle confuse. La femme ne répondit rien. Elle fixa la porte avant de se lever d'une traite et de se diriger vers celle-ci. « Maman » appela encore Séraphine, ne comprenant pas. La femme resta à nouveau silencieuse. Elle franchit l'ouverture sans même se retourner. Séraphine se mit à paniquer. Elle se redressa et tenta de suivre sa mère, mais impossible d'ouvrir la porte. La poignée ne semblait plus fonctionner. Par la vitre, elle vit la femme marcher dans un long couloir sombre, éclairé seulement par un étrange halo de lumière blanche se trouvant à l'autre bout. Elle l'appela, en criant de plus en plus fort, et en essayant encore d'ouvrir la porte. Elle frappa même la vitre dans l'espoir qu'elle se brise, quitte à se couper. Tout cela semblait inutile. Peu importe ses hurlements et ses pleurs, sa mère continuait son chemin, confiante, comme si elle savait ce qui l'attendait là-bas. Séraphine angoissait de plus en plus. Elle ne voulait pas rester là. Elle ne voulait pas être seule. Elle voulait sa maman. Pourquoi est-ce que sa maman l'avait laissée ici? Pourquoi est-ce qu'elle ne revenait pas? Ne l'entendait-elle pas? C'est toujours à ce moment-là que la jeune fille se réveille, en sueur, dans son lit. Les larmes aux yeux, quelques minutes avant que son portable ne sonne, à 6h30 du matin. Et voilà, c'est la fin de la lecture de ce premier chapitre. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, et du coup un pouce rouge si ça vous a pas plu, mais j'espère que vous ne m'en mettrez pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Honnêtement, c'est vraiment très important, ce serait super sympa de votre part de le faire parce que c'est très important pour moi. Je vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur mon compte Instagram dont le lien est dans la description. Il suffit de cliquer pour dérouler la description et il est juste là. Et moi je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, une nouvelle lecture ou un nouveau podcast ou je verrai bien ce que je fais. Bye!